Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo de présentation de l'intégration de l'hypnose en kinésithérapie. Depuis quelques temps, j'ai changé de cabinet et j'ai fait cette présentation à mes collègues de travail afin de leur expliquer quels sont les intérêts d'intégrer l'hypnose en kinésithérapie et également quelles sont les limites afin qu'ils sachent comment fonctionne l'hypnose, ce que ça peut apporter dans une pratique et comment me référer des patients si ils en ont le besoin. Alors à la fin de cette présentation, vous devriez justement pouvoir répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que l'hypnose? Comment ça s'intègre en kinésithérapie? Et comment savoir bien référer un patient ou même le prendre en charge si vous êtes ou quand vous serez formé à l'hypnose, si cela vous intéresse. Alors, généralement, il y a beaucoup d'idées reçues sur l'hypnose. On pense que c'est un état de sommeil, où on perd conscience, où on perd le contrôle de soi. Or, il n'en est rien. Et on a à l'heure actuelle une définition de l'American Psychological Association qui, en 2015, a défini l'hypnose comme un état de conscience impliquant un focus attentionnel conscient et une réduction de l'attention périphérique caractérisée par une augmentation de la capacité de réponse à la suggestion. Alors dans cette définition, il faut retenir principalement trois mots qui sont la conscience. Effectivement, c'est très différent d'être inconscient. Vous êtes acteur dans un exercice d'hypnose et vous êtes complètement conscient de ce qu'il se passe. Attention. L'attention, c'est ce que l'on cherche à modifier grâce à l'hypnose, et donc on est bien loin de perdre le contrôle. Tout au contraire, on va attirer l'attention de la personne lors de l'exercice d'hypnose sur les choses qui seraient à travailler, et également suggestion, qui est bien différente, on le voit, d'un ordre ou d'un pouvoir qu'on pourrait avoir. Effectivement, l'acte de suggérer, c'est proposer, et la personne, le patient, peut répondre de manière positive ou négative à une suggestion. Alors, il existe de nombreux phénomènes hypnotiques que je vous décris ici de manière non exhaustive. Il y a par exemple le fait de pouvoir observer des modulations au niveau des sensations chez les personnes qui vivent des phénomènes hypnotiques, notamment de l'analgésie ou de l'hypnoanalgésie comme on l'appelle. Également le fait de ressentir la survenue de phénomènes idéomoteurs qui correspondent à une altération de l'agentivité. L'agentivité, c'est le fait de sentir que l'on est en contrôle de ses actes, et il y a certains phénomènes hypnotiques où on réalise certains gestes de manière différente de d'habitude, où on a l'impression que c'est pas tout à fait nous qui sommes en train de faire ce geste-là. Ça peut être une catalepsie, une lévitation, il y a plusieurs phénomènes idéomoteurs qui existent. Ça peut être également des phénomènes hypnotiques liés à une absorption très intense et donc à un détournement d'attention, ce qui peut être utile dans la douleur, dans la prise en charge de la douleur. Des modifications aussi de la représentation corporelle. Par exemple, si là, derrière votre écran, je vous demande de fermer les yeux et en ayant les yeux fermés, de vous imaginer vos mains, de les décrire, de décrire leur forme, leur couleur, leur taille, etc. Eh bien, vous allez voir que peut-être que la représentation corporelle que vous avez n'est pas celle qui correspond à la réalité, ou du moins quand vous ouvrez les yeux, il y a peut-être des différences. Eh bien, on sait que chez les personnes qui souffrent de douleurs, et notamment de douleurs persistantes, il existe des modifications de la représentation corporelle, et grâce à l'hypnose on peut travailler justement sur ce genre de représentation. Il peut également y avoir des sensations de distorsion temporelle où on perd la notion du temps, des phénomènes d'hypermnésie ou d'amnésie, etc. Et il y a encore de nombreux autres phénomènes hypnotiques. Alors, à l'heure actuelle, on sait qu'il existe des phénomènes hypnotiques, ceux dont je viens de parler, qui sont observables et qui sont objectivés. Cependant, il n'existe pas à l'heure actuelle une théorie unique qui englobe et qui explique la totalité de ces phénomènes hypnotiques.
Par exemple, il y a de nombreuses théories hypnotiques. Je vous en cite quelques-unes ici. La théorie la plus connue est la théorie de l'état ou la théorie cognitiviste, mais il y a également un autre grand courant qui s'appelle la théorie psychosociale de l'hypnose, et il y a encore plein d'autres théories hypnotiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que aucune de ces théories, comme je vous le disais, ne permet d'expliquer dans la totalité les phénomènes que l'on observe. Alors, si on parle un peu de l'intégration de l'hypnose, on peut imaginer l'ensemble des professions de santé comme un espèce de grand métier à tisser. Vous imaginez ces flèches verticales qui représentent le champ de compétences, par exemple, d'un médecin, d'un infirmier ou d'une infirmière, d'un psychologue, d'un kinésithérapeute, etc. Et finalement, l'hypnose, c'est une compétence qui est transversale, et c'est pour ça que je l'ai représentée à travers une flèche horizontale. Ce qui est, à mon sens, très important, eh bien, c'est d'identifier à l'intérieur de son champ de compétences initial l'endroit où la flèche hypnose va créer une intersection. Et alors, il va être vraiment pertinent d'utiliser des outils de l'hypnose intégrée dans son champ de compétences de base. Parce que effectivement, l'hypnose permet de travailler sur de nombreuses indications, mais il n'est peut-être pas pertinent, si vous êtes kinésithérapeute, d'utiliser l'hypnose pour traiter une phobie ou pour traiter une addiction, alors qu'il va devenir très pertinent pour vous, car c'est votre champ de compétences de base, de par exemple travailler avec de l'hypnose sur la gestion de la douleur, qui est un des champs de compétences de la kinésithérapie. Finalement, si on résume l'intégration de l'hypnose en kinésithérapie, eh bien, l'outil est double. Il peut à la fois être un outil thérapeutique qui permet de diminuer la douleur, de travailler sur les risques psychosociaux. Et ici, je vous ai mis un astérix parce que si à l'heure actuelle, on a pas mal de données qui nous montrent que l'hypnose agit et fonctionne sur la gestion de la douleur, on a pour l'instant très peu de données, et les seules que l'on a sont de qualité très médiocre, sur la gestion des risques psychosociaux. Donc je vous ai mis un astérix parce que moi je pense qu'on peut travailler sur cela. Cependant, cela n'est que mon avis personnel, et à l'heure actuelle, on n'a pas encore de données suffisamment solides pour l'affirmer. Cependant, ça augmente aussi l'autonomie des patients, on le verra, car on prescrit de l'auto-hypnose aux gens, on leur apprend à faire de l'auto-hypnose, ce qui permet de développer leur autonomie. Et l'hypnose, eh bien, c'est également un outil de communication qui permet d'améliorer sa communication thérapeutique et même de renforcer l'alliance que l'on crée entre un soignant et un soigné. Alors, les modalités d'utilisation en kinésithérapie de l'intégration de l'hypnose, eh bien, ça peut être de l'intégrer dans sa communication thérapeutique, qui va profondément changer une fois que l'on est formé à l'hypnose. On peut également utiliser des exercices d'hypnose seuls, où il y aurait du hands-off, c'est-à-dire je ne pose pas les mains et je réalise uniquement un exercice d'hypnose, et également eh bien, une utilisation en hands-on, c'est-à-dire que je réalise une technique de kinésithérapie et en plus j'ajoute un exercice d'hypnose. Voilà à peu près les différentes modalités d'intégration de l'hypnose en kiné. C'est une classification que j'ai moi-même réalisée, hein, donc elle peut avoir également ses limites, mais je pense que ça représente assez bien le type d'intervention que l'on peut réaliser avec l'outil qui est l'hypnose. Alors, quels sont les exercices d'hypnose qui existent et que moi, par exemple, j'utilise dans ma pratique? C'est une question que vous vous posez sans doute, mais avant ça, il faut moi-même que je vous en pose une. Pourquoi est-ce que vous faites faire des squats aux patients? Je vous laisse un instant pour réfléchir à cette question. On peut faire des squats aux patients pour, sans doute, vous l'aurez trouvé, plein de raisons différentes. Cela peut être pour faire du renforcement musculaire, pour travailler les muscles des jambes. Cela peut être pour améliorer
et travailler sur son équilibre. Cela peut être pour travailler ses jambes en faisant diversion et en créant une flexion au niveau de la colonne lombaire, etc., etc. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles on pourrait prescrire un seul et même exercice de squat aux patients. Et alors pourquoi ce parallèle? Tout simplement pour vous expliquer qu'il faut bien comprendre quelque chose dans les exercices d'hypnose que l'on va réaliser, c'est que l'hypnose n'est pas un outil qui est pathologie centré, c'est-à-dire que vous n'aurez pas un seul outil qui fonctionnera dans une seule pathologie et qu'un même outil pourra justement être utilisé pour atteindre différents objectifs. Dit d'une autre manière, l'hypnose c'est un ensemble d'outils que l'on peut utiliser pour atteindre un objectif et ces outils peuvent changer pour atteindre cet objectif-là. Alors, une approche des différentes techniques d'hypnose, une liste non exhaustive, ça pourrait être la première, un exercice d'hypnose que l'on va appeler une remémoration d'un souvenir positif. C'est-à-dire qu'on va aller proposer, par le biais de suggestions, à un patient de revivre un souvenir dans lequel il ressent des sensations qui sont positives pour lui, afin de les ressentir à nouveau dans le moment présent. On pourrait également proposer des techniques d'hypnose où on va créer un lieu dans lequel on pourrait disposer différents éléments qui provoquent, qui génèrent chez la personne des sensations positives. On peut également utiliser une technique qui s'appelle la réification, ou autrement appelée chosification, c'est-à-dire, vous savez, ce genre de patient qui vient et qui vous explique que sa douleur, c'est comme une barre de métal dans le dos qui est froide et raide. Eh bien, une technique d'hypnose consiste à durant un exercice, modifier cette représentation métaphorique, bien entendu, de la personne, de guider le patient à modifier cette représentation corporelle, et il se passe alors des choses assez intéressantes, parce que vous allez voir, je vais vous montrer quelques cas cliniques par la suite. Souvent, modifier la représentation corporelle permet de modifier la douleur, ou même certains facteurs psychosociaux qui sont présents chez la personne. Il y a aussi des techniques d'hypnose qui vont travailler autour de la respiration, et il y en a de nombreuses. Autour également des phénomènes idéomoteurs, je vous en parlais en introduction. Autour aussi des suggestions ou même des métaphores. Et comme je vous le disais, cette liste n'est pas exhaustive. Alors, pour vous donner des exemples un peu plus concrets, nous allons aborder 4 cas cliniques. Ici, vous avez un cas clinique d'une femme de 46 ans qui me consulte pour des douleurs persistantes au niveau lombaire et au niveau du bassin depuis 3 ans. Elle souffre d'une très forte kinésiophobie. Elle a très peur de faire de l'extension lombaire. Cependant, dans le passé, elle a déjà fait de la rééducation avec un kiné qui faisait entre autres une méthode, la méthode Mackenzie, et à cette époque-là, l'extension lombaire lui avait fait beaucoup de bien et avait réussi à soulager ses symptômes. Cependant, à l'heure actuelle, elle a une exacerbation de ses douleurs et elle n'ose même plus aller faire ce mouvement d'extension par peur de déclencher de la douleur. En somme, elle a réduit énormément sa manière de bouger, et je lui propose un exercice de détournement d'attention, on va l'appeler comme ça. Je lui demande de fixer un point au niveau du mur et de s'imaginer que ce point il est relié à un autre point au niveau du haut de son corps, et entre ces deux points existe un élastique. Je lui demande de fermer les yeux et de regarder cet élastique à travers les paupières, et d'imaginer que cet élastique il a une juste tension entre ce point sur le mur et ce point en haut de son corps, et je lui demande de trouver une stratégie pour diminuer la tension de l'élastique. Alors, spontanément, elle se penche vers l'avant. Je lui demande de répéter ce geste de manière plus successive. Et ensuite, je lui demande de revenir à la tension initiale et de trouver une solution pour augmenter la tension de l'élastique. Et alors, à ce moment-là, ce qui est très intéressant, c'est que la personne réalise une extension lombaire sans même s'en rendre compte,
avec aucune douleur. Et tout simplement, ce qui s'est passé pour elle, c'est que grâce aux suggestions et à cet exercice d'hypnose, j'ai attiré son focus attentionnel sur quelque chose de différent de l'endroit où elle avait mal, et cela lui a permis de bouger de manière différente. Et grâce à ça, elle a pu diminuer la peur qu'elle avait d'aller justement faire de l'extension et pouvoir rebouger un peu plus. C'est un exemple qui semble très simpliste, qui bien entendu ne fonctionne pas avec tout le monde. Je l'ai répété sur d'autres patients et parfois ça a été un échec. Mais j'espère que ce premier cas clinique vous donne une idée un peu plus précise de comment utiliser en fait le focus attentionnel des patients grâce à des suggestions en créant un détournement d'attention. Dans un deuxième cas clinique, j'ai reçu en séance un homme qui avait 38 ans et qui souffrait de douleurs non spécifiques d'épaule. Il avait des douleurs qu'on classifierait plutôt de type nociplastique. Et lui aussi, il avait une peur de bouger et des comportements mal adaptés. Il protégeait son épaule, il avait fortement diminué les gestes qu'il faisait avec son épaule. Et lors de l'anamnèse, en l'écoutant, il m'explique que quelque chose qui l'interpelle, c'est que cet été, il est allé nager dans une piscine, dans la maison de ses amis, et étonnamment, il n'a ressenti aucune douleur dans cette piscine quand il était en train de nager. De plus, la natation est quelque chose qui est important pour lui parce qu'il la pratique régulièrement le reste de l'année. Alors, face à l'exception de cette douleur, en fait c'est une question que je pose fréquemment, qui est issue des thérapies orientées solutions, mais ça a été aussi développé dans d'autres types d'approches, poser la question de l'exception du symptôme. Cette personne, ce que l'on a fait avec lui, on a fait un exercice de souvenirs agréables. C'est-à-dire que cette personne me décrivait que dans cette piscine, il avait ressenti de la souplesse, de la légèreté lorsqu'il nageait. Alors, avec l'exercice d'hypnose, on lui a fait revivre à nouveau le fait de nager dans cette piscine-là pendant cet été et ressentir à nouveau les sensations de souplesse qu'il avait au niveau de son bras quand il est en train de nager de manière légère. Et environ 10-15 minutes d'exercice comme cela ont suffi pour que la personne observe une nette diminution de sa douleur et des sensations assez différentes dans son épaule. Et c'est un exercice qu'il a été amené à réutiliser chez lui en auto-hypnose, qui nous a permis en fait de le rassurer et de pouvoir enchaîner sur d'autres exercices de kinésithérapie plus classiques, dirais-je. Un troisième cas clinique, un homme de 45 ans qui vient me consulter pour des douleurs au niveau cervical. Il travaille dans le bâtiment et il est arrêté depuis 3 mois. Cette personne, lui aussi, a très peur de bouger et présente un fort catastrophisme. On lui a expliqué que ces douleurs sont d'origine discale, qu'il a une hernie discale. Cependant, l'examen clinique infirme une cause de douleur en lien avec son hernie. Et cette personne, elle a l'impression que si elle bouge un peu trop au niveau du cou, si elle fait un peu trop de rotation, un peu trop de flexion, extension, son hernie discale pourrait sortir de son cou s'il bouge un peu trop la tête. Et il a une représentation corporelle de son hernie qui est très très précise. Alors je décide avec lui d'utiliser la réification dont je vous parlais il y a quelques instants. Je lui demande alors de me décrire la représentation qu'il se fait de son hernie. Il me parle d'une boule rouge qui fait à peu près 3-4 cm de diamètre, qui est légèrement molle et qui justement menace de partir de son cou. Et pendant l'exercice, je l'invite à modifier cette représentation, modifier la couleur, modifier la forme, modifier la structure, la texture, etc. Et il finit de manière métaphorique, bien entendu, dans l'exercice, par modifier complètement la représentation qu'il a de son hernie, jusqu'au point où cette représentation lui semble complètement neutre. Et tout de suite après, je lui demande de refaire des mouvements au niveau cervicaux. Et là,
on s'aperçoit mutuellement qu'il a augmenté son amplitude et qu'il a moins de douleur. Tout simplement parce qu'on a diminué sa peur de bouger en ayant modifié sa représentation corporelle. Alors, c'est un exercice, la réification, qui est assez étonnant, car on travaille sur les modifications de la représentation, qui est une technique qui est très métaphorique. Cependant, il y a, je le pense, selon les patients que vous voyez, un certain nombre de patients qui décrivent leur douleur en parlant de choses qui sont très imagées, très métaphoriques, et ça peut être intéressant justement d'intégrer ce genre de technique, car vous verrez qu'il y a beaucoup de patients qui parlent de la douleur comme s'ils avaient un élastique trop tendu dans l'épaule, un poignard planté entre deux vertèbres, une barre de fer, une boule, etc. Faites-y attention, vous verrez, il y a des choses très intéressantes à récolter en posant des questions toutes simples, comme notamment est-ce que votre douleur, elle a une forme ou elle représente, elle se ressemble à un objet. Ce genre de questions permet d'accéder à ces représentations. Et dernier cas clinique, une femme de 55 ans qui travaille dans l'administratif et qui souffre d'un syndrome fémoro-patellaire. Elle a mal au genou. Et avec elle, on réalise des exercices physiques de kinésithérapie. Et finalement, cette personne, elle a un assez fort catastrophisme. Et à un moment, justement, je lui pose la question, je lui demande, mais comment est-ce que vous imaginez que c'est à l'intérieur de votre genou? Et elle me répond en me disant, eh bien, c'est étonnant que vous me posiez la question parce que moi, j'ai vraiment l'impression, même si c'est bizarre, d'avoir un corps étranger dans le genou. Je dis, ah, effectivement, c'est pas si anodin que ça. Et donc, j'ai fait avec elle un exercice de réification, là aussi. Je lui ai demandé de fermer les yeux, de se représenter l'intérieur de son genou, de visualiser ce corps étranger, et je lui ai demandé ce qui serait utile pour elle de modifier. Alors, elle me dit que ce qu'il faudrait, c'est mettre un cachet d'aspirine qui puisse dissoudre le corps étranger. Alors on fait ça avec un exercice d'hypnose et différentes suggestions. Et juste à la fin de l'exercice, qui dure là aussi une dizaine de minutes, elle me dit qu'elle a diminué sa douleur, qu'elle a beaucoup moins de douleur au genou, et elle est très très contente d'avoir réalisé ça, d'avoir ce nouvel outil. Je lui explique comment refaire de l'auto-hypnose, et je lui dis, ben voilà, on se revoit dans 2 semaines. 2 semaines plus tard, elle m'expliquait qu'à chaque fois qu'elle a eu mal, elle a pris un moment de pause pendant son travail pour fermer les yeux et s'imaginer qu'elle remettait ce cachet d'aspirine dans son genou, et ça lui a permis de gérer ses douleurs en parallèle des exercices que l'on réalisait en kinésithérapie. Alors, vous voyez peut-être de manière un peu plus pertinente comment peut s'intégrer l'hypnose dans une prise en charge de kiné. J'aimerais vous parler d'un concept qui a été développé par Paul Watzlawick sur la réalité. Finalement, il y a selon lui 2 types de réalité. Il y a une réalité biologique qu'on appelle de premier ordre, c'est-à-dire que vous avez une personne qui a des os, des muscles, une biologie, etc., des choses qui sont tangibles et physiques. Et il y a également une réalité de second ordre. La réalité de second ordre, c'est la perception que l'on se fait de cette réalité de premier ordre. C'est-à-dire que ça va être les croyances, les valeurs, les jugements que vous allez apposer sur cela. Par exemple, penser qu'on a une hernie discale qui génère de la douleur, ou que ma vertèbre est déplacée, toutes ces représentations-là, les représentations même métaphoriques dont je vous parlais pour les cas cliniques précédents, eh bien c'est de la réalité de second ordre. Et finalement, eh bien avec l'hypnose, on travaille majoritairement sur cette représentation, sur cette perception de second ordre. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant pour les patients, car ça permet de modifier le sens et l'expérience qu'ils font de leur douleur. Et cette diapositive, je l'ai empruntée à Laurent Fabre avec son accord. Si cela vous intéresse, il anime un e-learning sur les neurosciences de la douleur qui me semble, moi, très pertinent, où il développe ce concept de réalité de premier ordre et de second ordre. Et je vous laisse, si vous êtes curieux, aller consulter plus d'informations sur cela.
Alors, une chose importante, eh bien, c'est l'auto-hypnose. Effectivement, si je pense que l'outil qu'est l'hypnose est si intéressant, c'est justement parce que l'on peut l'apprendre aux patients et les rendre autonomes grâce à cela. Tout simplement parce que prescrire un exercice d'auto-hypnose, c'est relativement simple une fois que l'on l'a fait vivre et ressentir à un patient. Ça permet eh bien, d'améliorer son sentiment d'auto-efficacité et lui permettre d'avoir plus d'autonomie dans la vie quotidienne. En effet, il n'est pas obligé de venir vous voir pour faire son exercice d'auto-hypnose. Et l'avantage des exercices d'auto-hypnose, c'est qu'ils sont très adaptables au contexte et à la durée que vous avez pour les réaliser. Hein, en effet, on peut faire des exercices d'auto-hypnose qui sont très rapides, qui peuvent durer seulement quelques minutes et qui sont faciles à mettre en place dans différents contextes. Alors, dernier volet de cette présentation, eh bien, comment référer un patient ou quelles sont les indications possibles. Je vous ai donné quelques exemples de techniques. Alors, il pourrait être intéressant de se dire, eh bien, peut-être que si je note qu'un patient a une vision très métaphorique de sa douleur, a une représentation corporelle très imagée, eh bien ça pourrait être intéressant d'utiliser avec lui une technique de réification. Une personne qui aurait des douleurs quasi permanentes, mais dans un certain cas, il y a une exception de la douleur lors d'une activité qui le passionne, une activité très prenante, eh bien on pourrait imaginer qu'avec lui, on pourrait utiliser un exercice de souvenir agréable pour voir si cela module ses symptômes, ou également eh bien, travailler directement grâce à l'hypnose sur les facteurs psychosociaux comme eh bien, modifier son focus attentionnel avec des exercices de défocalisation comme dans le premier cas clinique, ou travailler sur la diminution de son hypervigilance avec des exercices basés sur basés sur la respiration, pardon, mais également travailler sur la réassurance ou sur augmenter leur capacité de coping en leur donnant justement un exercice d'auto-hypnose, sur le stress, sur les pensées négatives, etc. En faisant tout de même attention, c'est que si les facteurs psychosociaux vous semblent élevés, souvenez-vous de rester dans votre champ de compétences et alors d'orienter la personne vers un psychologue et un psychiatre qui pratiquerait lui aussi peut-être l'hypnose si cela vous intéresse. Il y a encore plein d'autres indications possibles à utiliser l'hypnose qui nécessiteraient plus de temps pour s'y pencher. Cependant, je pense que vous avez maintenant une vision un peu plus large et j'espère avoir répondu aux questions du début et que vous puissiez maintenant avoir une vision un peu plus globale de comment utiliser l'hypnose dans la kinésithérapie et quelles seraient les indications possibles. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à la partager.